Une agression d'une violence inouïe a changé le cours de leur vie. Ils ont pris ma tête pour un ballon de foot. C'est-à-dire qu'ils prenaient du recul et c'est celui qui tapait le plus fort. Ma fille unique, Anastasia, a été assassinée pendant 24 heures. Il lui a porté 27 coups de couteau. Mais comment ne pas sombrer après une telle épreuve? C'était terrible, cette peur des gens. J'avais très peur des hommes. J'ai du mal à vivre. Il a pris 15 ans. Moi, j'ai pris perpétuité. Pourront-ils un jour pardonner à ces agresseurs qui leur ont fait tant de mal? Ils m'ont écrit en me suppliant de leur accorder leur pardon pour soulager leur conscience. Accepter, on n'a pas le choix. Mais pardonner, je pense pas qu'on puisse réellement pardonner. Ça changera rien, mais ça va pas me redonner mon cerveau atrophié, ça va pas me redonner la possibilité de travailler. Le problème, c'est d'arriver à passer de la haine au mépris et du mépris à l'indifférence. Pouvoir échanger des mots, pouvoir comprendre, je pense que ça peut toujours faire du bien. Bonjour à tous, merci de votre fidélité, merci à nos invités d'avoir eu le courage de venir nous raconter ce jour qui a changé le cours de leur existence. Certains ont perdu leur enfant, d'autres ont eux-mêmes été pris pour cible par un agresseur. Mais tous vivent depuis avec le fantôme de cet agresseur qui les hante jour après jour. Alors comment ont-ils réussi à reprendre le cours de leur vie? Pourquoi le pardon s'est-il parfois imposé comme la seule solution pour avancer? Eh bien, c'est ce qu'ils vont nous raconter aujourd'hui. Et puis, juste après ces récits émouvants, nous prendrons des nouvelles d'Agnès et de Myriam dans l'histoire continue. Mais d'abord, faisons la connaissance d'Annick, qui vit dans la tourmente depuis 10 ans maintenant. Bonjour Annick. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une mère à la croisée des chemins depuis de longues années déjà. Pourquoi votre vie est-elle comme en suspens depuis le 18 avril 2003 ? Le 18 avril 2003, j'ai perdu ma fille unique, Anastasia. Anastasia a été assassinée de 27 coups de couteau. Et depuis ce jour-là, voilà, on ne peut pas... J'ai du mal à vivre. Quel lien aviez-vous toujours entretenu avec votre fille? Anastasia et moi, on était complices. Anastasia, je l'ai élevée toute seule. Donc, on avait cette complicité, vous savez. C'était votre fille unique? Oui. Cela faisait 3 ans qu'Anastasia a fréquenté l'homme dont vous allez nous parler. Est-ce que déjà, auparavant, il s'était montré violent à son égard? Jamais. Jamais j'ai ressenti une agressivité, une violence, ni à son égard, ni à la mienne d'abord. Non, au contraire, il était tellement calme que je l'appelais, excusez-moi, de tension. Ah bon? Un garçon très calme, très... Non, j'aurais jamais cru qu'il était capable d'un acte comme ça. Qui vous a prévenu de ce qui était arrivé à votre fille? C'est mon frère, mon grand frère, ma grande sœur, qui sont arrivés à la maison un jeudi après-midi, qui m'ont dit, Annick, qu'il est arrivé une catastrophe. Il l'a tué. Je dis, il a tué qui? Donc, mon frère me dit, il a tué Anastasia. Anastasia, elle est morte. J'ai pas cru. On ne peut pas croire à une... C'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Du coup, bon, après, il y a un moment de... Sidération, de choc. Oui, j'ai dit, c'est pas possible. Va voir si c'est elle. Va voir, parce que je ne savais pas où était Anastasia. Hein. Donc, mon frère est allé à la morgue. Et là, il n'a pas pu la voir. Hein. Ils lui ont dit, effectivement, c'est Anastasia, quoi. Et qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils l'aient tuée? Ils ont eu une dispute? Je ne sais pas. C'est une question, je ne peux même pas vous répondre. Je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas. Et pendant le procès, il y a eu 3 jours de procès. Il n'a jamais ouvert la bouche, il n'a jamais parlé. Je ne sais pas. Enfin, il a avoué qu'il l'avait tuée? Ah oui, il a avoué. Oui, il a Et avoué. comment l'a-t-il tuée? Il est resté avec elle 24 heures. Pendant 24 heures, il lui a porté 27 coups de couteau. 27.
Donc, il n'a pas eu un moment où il s'est dit « Zut, je fais une bêtise, j'arrête, quoi ». Non, 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 il voulait qu'elle meure. Pendant 24 heures, il a regardé se vider de son sang. Vous voyez? Excusez-moi. Pour quelle raison avez-vous ressenti le besoin de venir témoigner sur ce plateau aujourd'hui? Écoutez, après 10 ans, j'ai toujours cette douleur. J'arrive pas à comprendre pourquoi ma fille n'est pas là, pourquoi ma fille n'est plus là, quoi. J'ai toujours cette douleur. J'arrive pas à... Parce que j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. Il ne s'est jamais exprimé sur les motifs, sur les raisons, sur ce qui l'a poussé à commettre ce crime? Ben, à la police, il a dit à la police qu'Anastasia le trompait. Bon, chose qui n'a pas été avérée, et quand bien même... mais non, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser cet homme? Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été incarcéré, c'est moi qui ai demandé une confrontation. Parce que, toujours pareil, je voulais savoir pourquoi. Pourquoi il avait eu ce geste atroce. Donc, bon, le juge d'application des peines a accepté que je rencontre. Donc vous êtes allé lui rendre visite en prison? Non, non, dans le bureau du juge d'application des peines. Donc, moi, j'étais déjà installée, lui est arrivé avec les policiers, quoi. Il a été condamné à quelle peine? Il a été condamné à 15 ans. De prison ferme? De prison ferme. Il n'a effectué que 7 ans et demi. Il n'a effectué que 7 ans et demi. Il est déjà sorti de prison? Il est sorti de prison. Il est sorti le 5 juillet 2011. Donc, voilà, chez le juge d'application des peines, j'ai pas eu de réponse. Il ne nous a absolument pas répondu? Absolument pas répondu. Que vous lui avez posée? Non. Il avait quelle attitude face à vous? J'ai vu aucun... je sais pas... En tout cas, pas de remords, pas... Rien du tout? Rien, aucune... Est-ce qu'il semblait troublé par votre douleur, par la douleur d'une mère? Non. Ah non, j'ai rien ressenti dans son regard, rien. Mais auparavant, vous aviez quel type de relation avec lui? Écoutez, bon, il venait manger à la maison. C'est quelqu'un avec lequel vous communiquiez? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je ne le voyais pas tous les jours, hein. Oui. Oui. Mais là, j'étais face à un étranger, quoi. Tout ce que je voulais, c'était une réponse, moi. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? J'ai pas eu de réponse. J'ai pas... Quelle a été votre réaction en apprenant sa liberté conditionnelle, sa libération conditionnelle? J'étais très en colère. Hein. De toute façon, je ne comprenais pas pourquoi il a pris 15 ans et qu'il en effectuerait que 7 et demi, quoi. Vous êtes allé l'attendre à sa sortie de prison? Oui, je suis allée l'attendre. Oui, oui, j'étais dans ma voiture. Comment a-t-il réagi quand il vous a vu? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il n'a même pas attendu que je sorte de ma voiture. Ils se sont sauvés, lui et un membre de sa famille. Alors que, encore une fois, je voulais savoir pourquoi. Et vous vivez avec cette obsession depuis 10 ans? Ah oui, oui. Essayez de comprendre. Oui, oui, oui. J'arrive pas à... J'ai une colère immense, hein. Parce que ce monsieur, il a pris 15 ans. Il a fait 7 ans et demi. Moi, j'ai pris perpétuité. Perpétuité, j'ai pris. Il n'y a personne qui va me rendre ma fille. Voilà. Et lui, il est sorti, là. Voilà. Il a le droit de se promener, il a le droit... On va donner la parole à Maître Gégeur. Évidemment, on comprend votre douleur, votre révolte. Je ne sais pas si vous avez pu vous confier à quelqu'un et tenter de vous libérer tout ce que vous avez en vous. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être pour le faire, justement, pour vous en libérer. Maître Gégeur, qu'est-ce que vous pensez de l'état d'esprit dans lequel est plongé Annick? C'est une situation inextricable, c'est une situation d'une grande difficulté. D'abord, le premier constat, c'est que c'est contre nature de perdre un enfant. On s'attend à perdre ses parents, on ne s'attend jamais à perdre un enfant. Qu'on survive à ses enfants, c'est déjà quelque chose d'intolérable, même lorsque la mort est, entre guillemets, naturelle. Ensuite, il y a la difficulté du pourquoi.
C'est quelque chose à laquelle on est très souvent confronté quand on accompagne des victimes ou des familles de victimes. C'est qu'elles ont un besoin impératif de comprendre la raison, à minima, de comprendre ce qui a animé cet homme, même si on n'adhère pas à son explication, mais au moins qu'il y en ait une. Et je me rends compte avec l'expérience que malheureusement, parfois, il n'y en a pas d'explication. Parce qu'on est dans un geste totalement irrationnel. On est dans un geste qui n'est pas manifestement réfléchi ni prémédité. Il l'a fait, hein, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais je ne suis pas certain qu'il soit capable, lui, de verbaliser les raisons qui l'ont conduit à faire ça. Donc souvent, on se retrouve dans une situation totalement inextricable où, d'un côté, on a un besoin parfaitement légitime de la part des familles de victimes de comprendre le pourquoi du geste. Et face à ça, vous avez un mur, soit parce que la personne est dans l'incapacité de formuler ce qui l'a motivé, soit encore parce qu'il n'était pas, à ce moment-là, en train de réaliser quelque chose de réfléchi. 27 coups de couteau, on a l'habitude de dire, si Roland Coutenceau était là, il nous le dirait, c'est souvent ce qui signe le crime passionnel, c'est-à-dire quelque chose qui a débordé à un moment donné et qui fait que ça ne justifie rien, hein, ça n'explique rien et ça ne pardonne rien. Mais d'avoir fait ça comme ça, on a le sentiment que quelque chose a fait que cet homme est sorti de sa normalité, puisque vous l'appeliez vous-même deux de tension. On est loin des deux de tension, là, avec un comportement pareil. Ça veut dire que c'est un comportement qui n'est pas un comportement qu'on avait l'habitude de lui imputer. Est-ce que juste il a été jugé comme étant sain d'esprit? Oui. Il était jugé sain d'esprit. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. On n'a pas dit que son discernement avait été altéré au moment des faits, pas aboli, parce que sinon il n'y aurait pas eu de jugement. Non, absolument pas. Non, non. Au moment des faits, il était bien sain d'esprit. Oui, oui. Et ce qui est dramatique pour Annick, comme pour toutes les familles de victimes, c'est qu'à défaut de réponse, on a ce lien qui demeure avec celui qui a fait tant de mal. Finalement, l'absence de réponse maintient ce lien, ce contact. Et la seule solution, avec l'expérience, on s'en rend compte, la seule solution pour reprendre le cours de sa vie dans ces cas-là, c'est d'arriver à couper ce lien. Arriver à faire en sorte de ne plus chercher auprès de celui-là des réponses qu'il ne vous donnera jamais. Est-ce que vous devez comment on fait pour couper ce lien? Est-ce que vous devez... Parce que moi, il faut que vous vous fassiez aider, c'est impératif. Il y a des gens dont c'est le métier qu'on appelle des victimologues, qui sont des thérapeutes, mais spécifiquement formés pour s'occuper des gens qui ont été victimes ou les familles de victimes. Et ils vous aideront à essayer de passer ce cap, de reprendre le cours de votre vie. Parce que sinon, quelque part, il ne tue pas qu'Anastasia, Annick. Je sais, il est en train de me détruire. Il vous tue à petit feu. Et voilà, il est en train de me détruire. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non, mais... À un moment donné, il faut que les dégâts faits par cet homme s'arrêtent. Pour qu'ils s'arrêtent, il faut que vous arriviez à couper ce lien. Seul, vous n'y arriverez pas. Il faut que vous vous fassiez aider pour arriver à comprendre et à faire en quelque sorte le deuil des raisons, le deuil de l'explication. Parce que l'explication, vous ne l'aurez pas. Il est incapable de la donner. Sciemment ou inconsciemment, peu m'importe, mais encore une fois, il est incapable de la donner. Donc si vous maintenez ce besoin de savoir auprès de lui, vous maintenez ce lien et vous continuez à vous détruire vous. Il faut à un moment donné être pragmatique, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir, parce qu'on est dans ce cadre-là. Vous avez dit une chose qui est très vraie, rien ni personne ne ramènera jamais Anastasia. Donc ce n'est pas en continuant à vous bouffer de l'intérieur, excusez-moi cette expression, mais elle est claire, oui, vous avez raison, oui. Que vous allez faire revenir votre fille, elle ne reviendra pas. Donc est-ce que pour autant vous devez être la seconde victime de cet homme? C'est un peu cette question qu'il faut vous poser. Aujourd'hui, il faut sauver votre peau. Oui. Oui, vous savez, bon, ça fait 10 ans, quoi, je vis tout de même, quoi, hein, mais je sais qu'il habite pas loin de chez moi. Donc je pense qu'un jour, je le rencontrerai. Je pense. Mais ne vous attendez pas à obtenir une explication de lui. Vous ne l'aurez pas, Annick. Vous ne l'aurez pas. Mettez-vous ça dans la tête, ça vous permettra d'aller moins à la recherche de cette quête, quoi. J'aurai peut-être l'occasion de lui dire ce que je pense vraiment de lui. Alors Annick, c'est notamment pour vous que nous faisons cette émission aujourd'hui, pour vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Nous espérons qu'elle va vous faire du bien. On va à présent ouvrir la première partie que nous avons intitulée « Ma dernière heure », un titre qui fait écho à ce qu'a bien failli connaître Bruno il y a quelques années. Bonjour Bruno, merci d'être là avec nous sur ce plateau.
Bruno, c'est la première fois que vous témoignez sur un plateau de télévision. Pourtant, votre histoire a largement été médiatisée. Pourquoi votre visage ne nous est-il pas tout à fait méconnu? Car excusez-moi, parce que c'est un petit peu... c'est la première fois donc, que je fais cet exercice. En effet, on m'a beaucoup vu dans les médias en 2000... Voilà, je mélange tout. En 2011, car ont été jugés mes agresseurs, mes meurtriers. Et pour la première fois en France, c'était reconnu et validé une circonstance aggravante qui était l'homophobie. L'homophobie. L'homophobie, oui. J'ai croisé ces personnes en sortant d'un établissement de nuit dans le quartier du Marais à Paris. Donc c'était en juillet 2006. En juillet 2006. Donc comme d'habitude pour trouver un taxi, chose délicate, dans la nuit à Paris. Vous aviez 28 ans à l'époque. Tout à fait. Donc j'ai donc rencontré ces 4 personnes. Et on m'a retrouvé 2 jours après, agonisant dans un parc de banlieue parisienne, dont je ne me rappelle même plus du nom de la ville, puis qui m'est totalement inconnu. Je n'ai aucun souvenir de... Aucun souvenir de ce qui s'est passé Non. pendant 4 jours? Non. Vous avez des souvenirs des coups que vous avez reçus? Non, je n'ai pu me réapproprier cette histoire qu'en préparant le procès, les jugeant, puisque le procès n'est pas fini, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Alors, qu'est-ce qu'on vous a raconté qu'il vous était arrivé? Je dois la vie à un exhibitionniste. Ah? Un exhibitionniste, tout d'abord. Parce qu'une jeune maman promenant son enfant dans ce parc m'a aperçu, nue, et a prévenu donc les gardiens du parc qu'il y avait un exhibitionniste qui sévissait dans ce parc assez fréquemment, donc ils ont appelé la police et la police ensuite m'a découvert. Donc vous étiez nu? J'étais nu. Oui, tout à fait. Et après, eux ont déclaré. Alors vous étiez nu dans quel état? Agonisant. Enfin, j'étais couvert de sang. Donc ils vous avaient roué de coups? Violé. Enfin, violé, c'est le terme juridique, parce que c'est pas le viol tel que tout le monde sait me pénétrer analement avec du bois, ce qui est reconnu comme un viol. Et je vous passe le fait de s'amuser à me brûler avec des cigarettes, à m'écraser des cigarettes sur le corps. Donc vous avez gardé des séquelles, j'imagine, de brûlures? La plus visible, ce sont les lunettes. Je ne portais pas auparavant, j'en porte maintenant. J'ai toute une partie du cerveau qui est atrophiée. Je ne peux pas courir, je ne peux pas faire les choses rapidement. Je dois me munir de mon deuxième cerveau parce que j'ai des gros problèmes de mémoire. J'ai arrêté la rééducation qu'il n'y a que 15 jours. Ça fait donc 7 ans de rééducation. Donc quand on vous a découvert dans cet état, on vous a amené à l'hôpital? Tout à fait, on m'a plongé dans un coma artificiel. Et selon la gravité du traumatisme crânien, je ne devais pas sortir de ce coma. Ils ont fait 3 tentatives. C'est ce que pensaient les médecins? Tout à fait. Ils ont fait 3 tentatives pour me réveiller. Je me suis réveillée à la 3e, qui était la dernière tentative possible. Et ils avaient déjà prévenu mon entourage, ma famille, que si, miraculeusement, je sortis du coma, je devais être excusez-moi du terme, un légume. Enfin, je ne devais pas pouvoir marcher, vivre seul, être autonome, ce que je suis actuellement. C'est pour ça que ce procès dure longtemps et que j'ai passé des dizaines d'expertises. Car je ne rentre pas dans les barèmes, je me suis battue. J'ai vraiment été très soutenue. Et on m'a toujours poussé. Un exemple me vient en tête. Ma maman avait pris
un appartement relais juste à côté de l'hôpital et m'a réappris tous les gestes de la vie quotidienne, de manger. Elle m'a élevé 2 fois. On en plaisante maintenant. Mais moi, m'imaginer donc j'avais 29 ans à cette époque-là, qu'elle me donnait à manger à la petite cuillère et que comme tout enfant, je lui crachais dessus, que je portais des couches, Mais ils m'ont tellement tous poussé vers l'avant que ça m'a forcé à me battre et il paraît que mon mauvais caractère m'a sauvé. Donc, comme quoi, ça sert. Quelle décision avez-vous prise pour vous reconstruire? Déjà, je vais attendre que le procès se termine. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de verdict, vous ne pouvez pas vraiment vous reconstruire, c'est ça? Oui, parce que... Si je peux me permettre pour expliquer, parce que c'est un peu compliqué. Ouais. En fait, le verdict sur le plan pénal, la responsabilité pénale, c'est fait. Le verdict est tombé, ils ont été condamnés. Mais par contre... À quoi? Je crois que c'est... 3 ont pris 20 ans et 20 ans, hein, le 4e, 16 ans. Et ensuite, si vous voulez, le procès pénal permet aussi l'indemnisation du préjudice de la victime. Or, s'agissant de Bruno, son préjudice ne peut pas être fixé tant qu'il n'est pas ce qu'on appelle consolidé, c'est-à-dire que son état de santé n'est plus susceptible d'amélioration ou de régression. Quand on a eu un trauma crânien comme le sien, puisque c'est ça le principal, je pense, de l'affection, il faut attendre parfois des années avant qu'on arrive à pouvoir dire que l'état est stabilisé. Donc tant que cet état n'est pas stabilisé, on ne peut pas parler d'indemnisation définitive et c'est ce que Bruno nous explique en nous disant « le procès pour moi n'est pas terminé » parce qu'on n'est pas allé au bout de cette indemnisation. Il n'y a pas de décision qui a été rendue sur la responsabilité civile et les indemnités qui lui sont dues. Voilà. Je n'aurais pas mieux expliqué. Alors, vous nous parlerez de votre face-à-face avec vos agresseurs dans notre deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va faire la connaissance de Fernanda qui est installée près de vous. Bonjour Fernanda. Merci d'être avec nous. Dans quel cadre avez-vous grandi? Dans une famille un peu normale, portugaise, où tout va bien, et avec 5 enfants en fait, dans un cadre agréable, un bon cadre. Et donc en fait, à l'âge de 8-7 ans, j'ai dans l'entourage un ami bien plus âgé, un homme, il devait avoir une 40aine d'années, a profité de ma naïveté, on va dire plutôt j'étais qu'une enfant, 7-8 ans. C'était un ami de vos parents? Oui, un ami. Donc je le voyais avec mon père, on jouait souvent aux cartes. Moi, c'est vrai que j'adorais jouer aux cartes. Et donc j'avais aussi mes sœurs qui jouaient, mon petit frère. Et puis il s'avère qu'un jour, je me suis retrouvée toute seule à finir de jouer aux cartes avec lui. Alors comment... peut-être parce que j'ai dû insister de finir de jouer, parce que j'aimais ça. Et en fait, j'ai des souvenirs où je le vois aller aux toilettes, il revient. J'entends des mots, je vais te faire découvrir, surtout, faut pas le dire. Si vous voulez, j'ai des flashs, j'ai le toucher, j'ai l'odeur, j'ai tout ça, j'ai moi qui me sens pas bien, je me vois courir, je le vois cacher, parce qu'il y avait une porte en fait avec un verre, et il cachait, il mettait les rideaux. Donc après, je sais plus. Et ça s'est reproduit souvent? Non, juste cette fois. Une seule fois? Oui, mais je sais que ça a été un moment, quoi. C'était long parce que j'avais l'impression... Et après, vous l'avez fui? J'ai eu moins de contacts. Mes parents en ont eu petit à petit, mais... Vous n'avez parlé à personne? Jusque-là, non. De 8 ans, on va dire réellement de 8 ans à 14 ans. J'en ai pas parlé. Ça vous hantait? Ah oui, tout le temps. Disons que je recherchais le contact d'une maman à travers les autres mamans de mes copines. Je fuyais souvent la maison parce que je sais que ma mère, elle est fragile et je ne lui en veux pas. Au contraire, aujourd'hui, je veux lui dire qu'il n'y a pas de problème. Je lui pardonne de ne pas avoir pu faire quelque chose. Parce que, vous savez, à l'époque, c'est des sujets tabous. Il faut faire attention aux gens. Il ne faut pas que les voisins le sachent. Il ne faut pas, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans? 14 ans. L'adolescence, on rencontre des amis, des copines, des copains. Je me suis retrouvée une fois à discuter avec un garçon de 14 ans qui, par maladresse, bon, ça reste des ados, a mis sa main sur ma poitrine. Et là, j'ai lâché prise. Et là, j'ai lâché prise.
Je me suis mise à pleurer, il n'a pas compris, il a dit j'ai fait quelque chose de mal. En même temps pour moi ça l'était, oui. Et j'ai dit voilà, il m'est arrivé ça, j'ai pas tout en détail, mais j'ai les images. J'ai des images qui sont là, qui reviennent, et j'ai rien dit. Et là... Est-ce que là, vous avez envisagé de porter plainte à ce moment-là? Bah non, je savais même pas que ça existait en fait. C'était vraiment un sujet que je connaissais pas du tout, quoi. Et comment il a réagi, ce garçon? Il bah, vous a je écouté? lui ai demandé de pas le dire, mais bon, on peut pas garder quelque chose comme ça, je pense. Donc il l'a dit à une de mes sœurs, et pas tout de suite ça a été dit, mais un jour ça a été, voilà, ça a été dit par colère. Vous savez, les frères et sœurs des fois on se dispute, et ils n'ont pas compris en fait que c'était une vraie histoire parce que je leur ai pas dit. Donc pour eux c'était peut-être, je voulais me montrer en fait. Et donc ça a été encore un peu plus dur, donc je ne voulais pas rentrer trop dans le sujet parce que je sentais que c'était douloureux et qu'ils n'avaient pas envie de rentrer là-dedans. Donc c'est resté un sujet tabou durant un bon moment de ma vie. Et puis à l'âge de 20 ans, vous avez enfin trouvé la force d'affronter votre passé. Quelle décision avez-vous prise pour tenter de dépasser ce traumatisme? Bah, disons qu'à l'âge de 20 ans, on se dit, ça y est, on est indépendante, même si c'est 18 ans, mais là, j'étais capable d'avoir envie d'aller voir cette personne, surtout que, bon, il n'y avait pas de problème, tout le monde l'aimait bien, ça ne se voyait pas. Et donc, du coup, j'ai voulu le rencontrer, aller plus loin. Et malheureusement, j'ai appris qu'il était décédé depuis 2 ans. Maître Gégère. Finalement, par rapport à Annick, vous avez, entre guillemets, je vais être un peu choquant exprès, vous avez une chance, c'est que vous n'avez pas à aller chercher de réponse. Vous savez que vous n'en aurez pas puisque la personne est décédée. Donc finalement, le problème ne se pose plus et il faut bien trouver un autre moyen d'eux. Et le meilleur moyen que vous ayez trouvé, c'est celui de la parole. Et c'est souvent en se projetant et en s'investissant pour les autres qu'on trouve les réponses aux questions qu'on se pose. Dans un instant, nous découvrons l'histoire de Florence qui est installée face à vous et dont le témoignage va certainement vous éclairer. Mais d'abord, on va prendre connaissance de ces quelques appels à témoins. À tout de suite. Tout à l'heure, dans l'histoire continue, nous retrouverons des invités qui sont bien décidés à prendre un nouveau départ. Nous découvrirons comment Agnès a choisi de réapprivoiser son corps. Parfait. Et quels sont les nouveaux projets de Myriam et Patrice. Ce sera dans la dernière partie de l'émission, dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez soigné les autres pendant des années avant de tomber vous-même malade. Vous êtes médecin ou chirurgien et vous avez dû subir une lourde opération. Grâce à cette expérience, votre regard sur votre métier a changé. Vous êtes spécialisé dans un domaine médical précis et vous avez été touché par une maladie que vous avez longtemps étudiée. Psychiatre, vous avez longtemps soigné des patients en détresse, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin d'aide. Vous êtes un couple de médecins et c'est votre conjoint qui a découvert vos problèmes de santé. Vous avez lutté ensemble contre la maladie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, juste après l'émission, retrouvez notre avocat Marc Gégère sur le forum de Toute une histoire. Lors d'un chat, il répondra en direct à toutes les questions juridiques que vous vous posez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Toute une histoire. Ce sont des témoignages bouleversants que nous recueillons aujourd'hui. La vie de nos invités s'est comme arrêtée le jour où ils ont été victimes d'une agression qui a laissé une trace indélébile et qui les empêche encore d'avancer. On va poursuivre avec Florence, qui a longtemps, elle aussi, été prisonnière de son passé, mais qui a su s'en libérer. Florence, nous vous avions reçu en novembre dernier sur une émission intitulée « Ils ont pardonné l'impardonnable ». À l'époque, vous témoigniez face au public. Si vous êtes installée de ce côté-ci du plateau aujourd'hui, c'est parce que vous avez tenu à aider nos invités à mettre en perspective leur propre histoire. Que vous inspire, par exemple, l'histoire de Fernanda? Alors oui, je trouve que c'est difficile quand on est enfant de mettre des mots sur ce qu'on subit et on n'a pas la capacité d'expliquer.
Et c'est difficile, c'est très difficile et on s'enferme. Et je pense qu'aussi, Fernanda, c'était aussi une époque où les choses étaient tabous, où on ne parlait pas de ces choses-là. Il y avait beaucoup de non-dits et puis, voilà, quelque part, on devait se taire. C'est ça, et le silence. puis, il fallait se débrouiller pour, ma foi, faire au mieux. Et c'était ça, les difficultés d'avant. Peut-être que maintenant, ce qu'on ressent, c'est peut-être pas pire, mais au moins, il y a des associations, il y a des gens qui peuvent nous écouter. Les enfants sont depuis tout petits déjà aidés. On leur dit les choses comme elles sont. Il n'y a plus de petits choux ou je ne sais pas quoi, de roses, etc. On va revenir, vous, à votre enfance. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Moi, j'ai eu une enfance heureuse avec mon père, ma mère, pendant quelques temps, jusqu'à ce que mon père commence à devenir assez violent, je vais dire comme ça. Voilà, alors les choses se sont un peu gâtées. Vos parents ont divorcé? Voilà, mes parents ont divorcé parce que c'était vraiment invivable à la maison. Et donc voilà, le divorce n'était pas une chose très courante, enfin c'était pas des choses bien vues. Et, vous aviez quel âge quand vos parents ont divorcé? 11 ans. 11 ans. Vous avez vécu après avec votre mère? Exactement, oui. Alors là, c'était une relation une très bonne relation avec ma mère. Donc on était les deux. Mes frères étaient partis de la maison, ils avaient l'âge. Mon père aussi, au vu des circonstances. Et puis, et voilà, donc mon père avait quand même des droits de visite, mais c'était des choses qui n'étaient pas aussi bien établies que maintenant. Et donc voilà, j'allais le voir, non, plutôt il venait me voir de temps en temps, c'était pas très suivi. Et voilà, donc ma vie se déroulait comme ça, sans trop de soucis. Et quand j'ai eu 15 ans, il a demandé à ma maman pour m'emmener avec lui à Monaco. Et puis voilà, ma mère a dit non, je veux pas que tu ailles. Mais une fois de plus, on était confrontés à ce tabou. Ma mère ne voulait pas me dire, je ne veux pas te laisser aller parce que j'ai peur pour toi. L'interdiction qu'elle m'a dit, je ne veux pas que tu ailles avec lui, moi je l'ai pris un peu comme de la jalousie. Je dis, ouais, c'est parce que je peux aller à Monaco, je veux y aller, et puis c'est son choix. Vous n'aviez jamais eu aucune raison jusque-là d'avoir peur de votre père? Absolument pas. De douter de... Mon père m'adorait, j'étais sa princesse, malgré tout ce qu'il a pu faire quand il était avec nous en famille, mais il m'aimait énormément. Donc voilà, donc finalement ma maman, elle m'a laissé partir, et c'est là que j'ai eu le cauchemar de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc là, mon père a abusé de moi une fois à l'hôtel. C'est vrai qu'il avait bu, enfin, ça n'excuse pas. Non. Il avait pris qu'une seule chambre pour vous deux? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'étais un peu gênée parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, à 15 ans, j'étais une fille assez prude, etc. Ça m'avait un peu gênée, mais quelque part, j'ai dit c'est mon papa. Et puis voilà, quoi, on a fait en sorte que les choses se passent bien. Mais c'est vrai que... Comment ça s'est passé? Il vous a demandé de vous déshabiller? Non, pas du tout. On est allé souper, puis on est rentré. On a passé une jolie soirée. Et puis, on était se coucher. Il est venu dans mon lit. Mais je lui dis, mais papa, mais écoute, je dis, mais arrête. Puis il m'a dit, non, mais je suis plus ton père. Tu es une femme, tu n'es plus une enfant. Donc voilà. Et puis, c'était pour moi assez... c'était terrible parce que quelque part, je lui disais d'arrêter. Puis il disait non, parce que tu es là et voilà, et c'est des choses qui vont se faire. Et de toute façon, il ne va pas me faire de mal, au contraire, etc. Et puis moi, là-dessus, les choses se sont passées, mais j'ai finalement dû certainement beaucoup crier parce que au milieu de la nuit, enfin à minuit, il a téléphoné à la réception pour qu'on me prépare un taxi et que j'aille dans un autre hôtel parce que c'est un très grand hôtel, très huppé. Il y avait des garçons d'État à tous les étages. Mon père aimait beaucoup ce genre d'endroit. Et moi, j'étais une petite provinciale, j'étais vraiment pas dans mon élément. J'avais pas d'argent sur moi, 50 centimes suisses dans la poche. Et puis, il m'a mis à la porte comme ça en disant que c'était une honte. Sa fille avait voulu lui faire des avances et il m'a jeté comme ça de l'hôtel. Et c'était pour moi terrifiant. Enfin, j'étais cassée, j'étais très fleur bleue. Moi, je rêvais d'une histoire d'amour, un seul homme, un mariage, des enfants. Ma vie, elle était comme ça, je l'imaginais comme ça. Et ça m'a beaucoup fait de mal. Et
toute la nuit, je m'appelle dans cet hôtel de passe, parce que c'est un hôtel de passe. Moi, j'ai pleuré toute la nuit. Puis le matin, mon père m'a téléphoné. Il était en larmes. Il m'a dit, je t'en prie, pardonne-moi. Je viens te chercher. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonne-moi, je t'en prie. Puis finalement, j'étais tellement perdue que je l'ai laissé revenir. On est reparti et on a recontinué notre... on est retourné à la maison, mais on a fait beaucoup d'arrêts. Et puis ça a continué. Comme ça, sur 3 jours, c'était juste un enfer. Et à la fin... on s'est retrouvés dans un hôtel où là, il a exigé que je me déshabille complètement et lui aussi était nu et il m'a dit tant que tu n'auras pas accepté, tu ne sortiras pas de cet hôtel et moi non plus. Et moi, ça faisait 2 nuits que je n'avais pas dormi et j'étais déjà à bout de force et je lui disais mais laisse-moi partir, je te promets, laisse-moi aller boire quelque chose, je reviendrai mais laisse-moi. Et il a vraiment abusé de moi et heureusement dans le dernier hôtel où on est allé, le tenancier a dû entendre, et il est venu à la porte, je crois que ça devait être 6h30, il a tapé, il a dit « Monsieur, le déjeuner de votre fille est prêt, vous la laissez sortir ». Et là, j'ai pu sortir et je sais que je me suis effondrée, j'étais tellement mal, j'étais choquée. Et là, finalement, on est rentré, j'ai pu boire quelque chose. Mais finalement, vous avez réussi à lui échapper ou il a... Non, parce que quand j'ai pu boire quelque chose vers ces gens-là, ces 2 tenanciers, des gens très gentils, ils ont dit, on est avec toi, t'inquiète pas, on sait, on a compris, n'aie pas peur, on va appeler ta maman. Seulement le problème, ils ont appelé ma maman, et elle a cru que c'était l'amie de mon père. Alors il a bouclé au nez. Et puis, moi, j'étais paniquée, et mon père, il est revenu, il lui a dit, maintenant, prends tes affaires, on s'en va, on rentre. Et là, il a abusé de moi, je suis dans la voiture, jusqu'à ce qu'on arrive en Suisse, à Montreux. Et là, je me suis dit, je suis morte. Je n'ai pas besoin de vivre. Plus, je suis morte. Et puis, finalement, il m'a ramenée chez moi, enfin, chez ma mère. Et il n'est pas monté. Et je suis arrivée toute seule. Et ma mère, elle était avec une amie. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais j'étais incapable de lui parler. Parce que je ne pouvais pas lui parler. Et là, elle m'a dit, mais si tu as fait quelque chose, je le tue. Puis là, je dis, ça y est, si j'ai plus ma mère, j'ai plus personne. Ah, je ne vais pas en causer. Hein. Mais c'était terrible parce que j'ai gardé ça. Mais elle a compris, j'imagine. Je ne sais pas si elle a compris. Je crois qu'elle a préféré ne pas vouloir comprendre parce qu'elle aurait eu tellement peur de sa réaction. Je crois que... Elle s'est dit, c'est pas possible, quelque chose qu'il ait pu lui faire quelque chose comme ça, lui qui l'aime tant, c'est pas possible. Et puis finalement, on est resté comme ça. Moi, dans tout ce que j'avais en moi, c'était terrible, cette peur des gens. J'avais très peur des hommes. Si on m'approchait, j'avais très peur parce que mon père, non seulement il a abusé de moi, mais il m'a battue. Et je me rappelle parce que la deuxième nuit, enfin le deuxième hôtel plutôt, où là je me suis révoltée et là je lui ai donné une claque et là il m'a lancé contre l'armoire, il m'a donné des coups de pied et je lui ai dit mais tu peux me taper mais j'ai même pas peur. Et puis voilà, finalement j'ai vécu comme ça pendant longtemps, à pas parler mais j'étais plus la même, hein. J'avais des idées suicidaires. Longtemps, c'est combien de temps? Combien de temps vous avez gardé ce secret en vous? En tout 5 ans. Mais il y a eu des choses qui sont mises en route, c'est-à-dire que j'ai eu un grave accident de la circulation à 18 ans et là, j'étais enceinte. C'était le garçon avec qui j'étais, c'était assez difficile. J'avais quand même un passé lourd, mais on était jeunes les deux et je me suis retrouvée enceinte. Et pour moi, c'était important d'avoir un bébé. C'était histoire pour me laver de tout ce que j'avais eu. Et puis malheureusement, on a eu un accident et j'ai perdu ce bébé à 3 mois. Et j'étais grièvement blessée. J'étais évidemment aux portes de la mort. Hein. J'ai eu des arrêts cardiaques, j'ai eu aussi, comme toi, des doubles traumatismes crâniens. Je suis tombée dans le coma, j'étais cassée de partout. Et là, les médecins ont dit à ma maman, on ne peut plus rien faire pour elle. On a tout fait, il vous faut prier. Et je m'en suis sortie. Et là, ça aurait été tellement facile de partir. Je me disais, j'avais tellement envie de mourir. Et ce jour-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui me dit que je dois continuer à vivre. Et donc, j'ai continué à... Je me suis relevée déjà de cet accident. C'était déjà assez difficile. Et puis, à 20 ans, vers 20 ans, ouais, un jour, j'en ai parlé à ma mère. Ouais. Je lui ai dit, maintenant,
arrête de me dire que mon père m'aime, que je suis sa petite princesse, parce que je vais même te dire ce qui s'est passé, parce que voilà. Et ma mère était atterrée, parce que finalement, c'est des choses qu'elle a toujours pensées, mais qu'elle n'a jamais pu croire. Hein? Et puis, c'est pas tout. Vous avez connu une autre épreuve plus tard. Oui, voilà, donc suite à tout ça, je suis partie donc, vivre en Suisse alémanique. Il fallait que je me coupe de la vie que j'avais en Suisse romande. Il fallait que je fasse ce pas. J'étais pas à l'aise, je me sentais mal. Et je suis partie en Suisse alémanique pour faire, pour mon travail. Et j'ai fait une thérapie par rapport à ce qui m'était arrivé. C'était très difficile, mais ça m'a permis d'avancer. Et à 23 ans, lors d'un contrôle gynécologique, ils ont décelé un cancer du col de l'utérus et de la matrice. Et ça, c'était pour moi terrible, parce que je voulais des enfants. Puis ils me disaient, mais mademoiselle, vous avez vraiment quelque chose de grave et on doit vous opérer. Vous n'aurez pas d'enfants. Et là, je leur ai dit non. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Et je suis retournée, ma mère m'avait accompagnée, parce qu'elle me disait, mais arrête, c'est pas possible, tu peux avoir ça. Et finalement, ils ont accepté. J'étais tellement contre cette opération. J'ai dit non, vous m'opérez, mais pour me soigner, pas pour me rendre stérile. Et puis, je veux des enfants, je ne veux pas que ma vie soit de nouveau salie, finalement, parce que j'ai eu. Et ils l'ont fait, ils m'ont écoutée. Et puis, heureusement, c'était pas évident, mais j'ai été opérée. Et finalement, j'ai eu la chance, 6 mois après, c'est pas du tout médicalement possible, je me suis retrouvée enceinte. Et là-dessus, j'ai toujours pensé finalement que mon corps s'était nettoyé de cet inceste. Et ça, j'en ai toujours la certitude. Hein. Je me suis nettoyée. Et mon bébé est arrivé. C'était un peu difficile comme grossesse parce que du fait des opérations que j'avais eues, hein, j'avais toujours des risques de perdre le bébé, mais finalement les choses se sont bien finies. Et puis c'était un long cheminement quand même, parce qu'après on ne guérit pas du jour au lendemain de ce qu'on a vécu. C'est du temps qu'il faut. Il faut aussi se donner la chance de guérir. Sinon, mon père aurait eu droit de ma vie, j'entends, c'est ça, je ne voulais pas lui donner ça. J'avais envie de vivre autre chose. Et je voulais vivre autre chose. Finalement, j'avais cette volonté d'en faire une force. Couper le lien. Oui, alors, exact. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen de vous en sortir psychologiquement? À quoi vous vous êtes accroché? À quelle idée vous vous êtes accroché? Alors déjà, j'ai dû changer carrément d'environnement. C'était pour moi important de ne pas revoir les mêmes gens. Je ne pouvais pas leur causer de ça, ces gens-là. Je ne pouvais pas. Il fallait que je sois dans un endroit où j'étais neutre, où les gens ne me connaissaient pas, il n'y avait pas de jugement, ni sur mon père, ma mère, ou la vie qu'on avait eue. Et puis finalement, ça m'a beaucoup aidée. J'aime beaucoup les animaux, donc je me suis entourée d'animaux. Hein. J'avais un chien que j'adorais. J'ai fait un peu de report finalement. Et lui savait très bien quand j'étais pas bien, il était là. C'était une histoire magnifique. Je me suis entourée de beaucoup de... Puis surtout, vous avez choisi de pardonner. Voilà. C'est important, cette notion-là. Exactement. Voilà. Mon père, finalement, il s'est retrouvé grabataire. Il a eu un accident, et puis ça l'a beaucoup diminué. Donc, j'ai été plus ou moins quand même vers lui. J'allais quand même vers lui, je m'occupais de lui, je faisais mon travail que toute personne... C'était mon père. Mais quelque part, ça m'a permis de lui pardonner. J'ai vu aussi son déclin et la souffrance qu'il avait quand même, parce qu'on n'en a jamais recausé. Mais il avait beaucoup de choses qu'il aurait voulu me dire, mais lui non plus, il n'avait pas de mots. Et comment vous pouvez en être sûr de ça? Vous l'avez lu dans ses yeux? Je crois que vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un et il vous regarde et il ne peut pas vous parler, même si je l'avais questionné, il n'aurait pas su me parler. Ça rejoint un peu sur la même histoire. Voilà. Toujours, même s'il est en face, il ne peut pas il a jamais formuler ça. Mais vous avez choisi de pardonner. Est-ce que vous diriez qu'en faisant ce choix-là, ce choix du pardon vous a libéré, vous a permis de vivre votre vie? Parce que peut-être que ça pourrait aider notre première invitée. On est obligé de pardonner, sinon on ne se pardonne pas à soi-même, parce que c'est ça le problème. Alors, on ne dit pas d'oublier, c'est une chose différente, mais se dire si, comme vous allez le laisser vous tuer. Et ça, je pense que votre fille, elle vous dirait, maman, laisse-toi pas faire, il va pas te faire ça à toi.
rebondis, relève-toi. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas leur laisser à ces gens-là. Leur laisser cette chance de vous détruire. C'est une double peine, quoi. C'est-à-dire, non seulement vous avez perdu votre fille, mais... J'ai la double peine. C'est pour ça qu'il faut que vous... Pour l'instant, je me sens pas... Je suis encore dans une trop grande colère, je dirais même de haine, sur cet homme pour lui pardonner. Mais alors, on ne dit pas de pardonner à l'homme, mais de se pardonner à soi-même pour avancer. Il faut des fois, c'est comme quand vous avez un sac à dos, vous avez des pierres dans le sac à dos, si vous l'avancez, vous allez devoir vous délester votre sac. Et peut-être que... Et ça, vous l'avez trouvé toute seule, cette solution-là, ou quelqu'un vous l'a conseillé? Non, je pense que... Ouais, je me suis rendu compte. Et aussi une chose, sourire. Moi, je souris beaucoup parce que je trouve que la vie, elle vous le rend. Si vous êtes gai, les choses vont aussi être mieux. Et c'est une chose qui m'a beaucoup aidée, parce que j'ai une vie assez compliquée, mais je remarque qu'on se relève tout le temps. On peut se relever de beaucoup de choses et on a des capacités de vie, de capacité de vivre. C'est incroyable, incroyable. Mais il faut le vouloir. C'est pas ça, il faut choisir il faut basculer du côté de la vie. Exactement, ouais. Juste, vous parliez de haine. Je ne suis pas d'accord avec la notion de pardon parce qu'elle est trop liée avec la notion d'absolution. Je te pardonne, donc finalement, je fais comme si tu n'avais rien fait et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'arriver à couper ce lien. Couper ce lien, d'autres personnes parlent de passer de la haine au mépris et du mépris à l'indifférence. Il y a de ça. C'est-à-dire que déjà, en passant de la haine au mépris, les choses s'inversent. C'est plus vous qui dépendez de lui, c'est lui qui dépend de vous. Et quand vous passez à l'indifférence, vous ne dépendez plus du tout de lui. Votre vie aujourd'hui, au quotidien, vous dépendez de lui. C'est inacceptable. Et Anastasia ne l'aurait jamais accepté. Pour vous? Oui, je sais, mais c'est plus fort que moi. Il faut vous faire aider. Maître Gégeur, on doit vous libérer parce que vous devez aller plaider maintenant. Oui, je suis confus de vous laisser... Un procès difficile? Oui, un procès un peu compliqué. Je ne veux pas en parler ici parce qu'il est vraiment très lourd dans les faits. Donc, je vais soutenir une grand-mère qui a perdu sa fille et sa petite-fille la même nuit, par la même personne. Voilà. Donc, qui rejoint le sujet dont nous débattons aujourd'hui. Oui. Eh bien, on est sûr que vous allez être brillant, comme d'habitude. On applaudit Maître Gégeur et on le laisse partir. Au revoir. On va maintenant faire connaissance en images avec Isabelle. Son témoignage sonne aujourd'hui comme un message de paix quand le destin nous joue des tours. C'est le titre du reportage que nous lui avons consacré chez elle à Gier, en Suisse. Près de Lausanne, en Suisse. Pour Isabelle, 47 ans, ce château de famille est chargé d'émotions. Alors voilà, on est dans le château de mon père. C'est un lieu qui évoque beaucoup pour moi, parce que c'est un lieu de mémoire, de souvenirs. C'est ici qu'il a digéré ce drame dans sa vie. Son père, Jean Bourgeois, est aujourd'hui décédé. La vie de cet homme a été marquée par un événement qui a eu lieu en 1980. À l'époque, il est ambassadeur à Bogota, en Colombie. Sa famille, elle, est restée en Suisse. Le 27 février 1980, lors d'une réception à l'ambassade de République dominicaine, il est pris en otage avec d'autres diplomates. Ses ravisseurs, des guerrilleros nommés M19. Leurs revendications sont à la fois politiques et financières. Alors voilà, une pile de coupures de journaux qu'on a gardées depuis toutes ces années. Et on peut voir ici le médaillon qui représente mon père. Pendant 2 mois, la famille de Jean Bourgeois va vivre dans l'angoisse. Mais de cette période, Isabelle n'en a que très peu de souvenirs. À l'époque où j'avais 12 ans, où je n'avais que des échos via ma famille, via le ministère des Affaires étrangères. Et je ne prenais pas vraiment mesure de la gravité des événements à cette époque-là. C'est grâce au journal intime de son père, découvert il y a peu de temps, qu'Isabelle a réellement compris l'ampleur du drame. Même s'il n'y a pas eu de mort du côté, en tout cas, des otages, il a quand même été profondément marqué par plusieurs incidents. Notamment, il a essayé une fois de s'enfuir par la fenêtre des toilettes. Et puis, malheureusement, un chien a aboyé à cet instant-là. Et puis, il a été
donc récupéré à coups de crosse. Le 28 avril 1980, après 2 mois de captivité, Jean Bourgeois et les autres otages sont libérés. À son retour, Isabelle retrouve un père différent. Il était devenu beaucoup plus humble, mais aussi plus triste, d'une manière générale. Les années passent, Isabelle grandit et devient journaliste. L'histoire de son père va orienter sa carrière et elle décide de s'engager pour la paix. Un jour, lors d'une marche mondiale à la frontière entre la Colombie et l'Équateur, Isabelle va se retrouver contre toute attente face à Antonio Navarro, le cerveau de la prise d'otage de son père. Le responsable de la marche mondiale pour la paix et la non-violence me dit « il y en a un là ». Je lui dis « mais il y a un quoi ?» Eh bien, il y a un ancien membre du groupe M19. Je dis « c'est pas vrai ». Eh bien, oui. Et c'est le gouverneur de la province de Nariño, qui est une province grande comme la surface de la Suisse. Et il est là pour accueillir la marche mondiale pour la paix. Je lui dis « tu plaisantes, l'ancien guerrilleros aujourd'hui accueille la marche pour la paix ?» Alors, si c'est vraiment le cas, oui, j'aimerais bien le rencontrer. Un moment fort pour Isabelle. How do you feel meeting the daughter of a man who was sequestered by M19? How do you feel today? Okay, it's a surprise. C'était la grande inconnue. Vraiment, j'avais juste la peur de me retrouver, de me mettre dans une situation qui m'échappe complètement. J'avais peur de moi, au fond. Finalement, elle décide de pardonner à cet homme, même s'il a fait du mal à son père. You suffer because of this, so I have to ask for your pardon. I don't in English. Forgive? I don't know. To be forgiven. Thank you very Thank much. you. Grâce à cette rencontre inattendue, Isabelle s'est réconciliée avec son histoire familiale. J'ai beaucoup changé depuis cette rencontre en 2009 parce que justement je me suis pacifiée. J'ai pacifié toutes ces zones d'ombre à l'intérieur de moi à travers cette réconciliation avec cet agresseur. Je me sens plus du tout rancunière ou dans le ressentiment. Je suis complètement libérée de cette histoire ancienne. Et on vit tellement mieux quand on fait la paix avec son ombre. Et on continue avec vous, Bruno. Vous avez été lynché et laissé pour mort dans la nuit du 19 au 20 juillet 2006. Le procès de vos tortionnaires s'est tenu en 2011. Dans quel état d'esprit avez-vous abordé ce procès? J'avais très peur. J'avais très peur que la mémoire me revienne en les voyant. J'avais vu des photos. J'avais vu leurs photos de vacances parce qu'ils sont quand même partis en vacances dès le lendemain de mon agression en cachant mon corps. Eux, ils partent en vacances. Donc j'avais vu ces photos-là, mais j'avais peur qu'en les voyant vivants, bouger, parler. Il y a des images qui remontent en vous. Vous avez peur de ça? Donc c'était le premier jour et surtout, on ne s'y attendait pas avec mes 2 avocats à ce qu'il y ait autant de journalistes. On ne pouvait même pas rentrer dans le tribunal de Créteil. Il y a la salle des pas perdus, comme dans toute gare. On ne pouvait même pas... Enfin, je suis resté sur mes 2 jambes, entouré de caméras de flash. J'ai croisé les bras. Ma maman, qui a des ennuis de santé, a été prise en charge par mon petit frère qui était près de moi, qui m'a accompagné, et par mes avocats, afin qu'elle soit éloignée. Moi, j'ai croisé les bras, j'ai attendu, et je leur ai dit, de toute façon, vous ne ferez rien de vos images. On ne s'y attendait pas. Ça vous a fait quel effet de voir leur visage? Maintenant, sur les réseaux sociaux, j'utilise souvent cette expression. Je me suis senti un animal de foire. Parce que toute cette médiatisation a été... D'accord, mais vous, quand vous avez vu le visage de vos agresseurs, ça vous a fait quel effet? Au tout début, j'ai pas osé, ça a duré 5-10 minutes, j'ai pas osé les regarder parce que c'est... Bon, bien sûr, c'est la première fois que j'ai assisté à un procès. En plus, ça jugeait mes agresseurs. Je ne savais même pas qu'ils étaient dans une cabine totalement fermée, derrière des vitres. Donc, ils sont arrivés, je ne les regardais pas. J'ai demandé à changer de place. Je ne souhaitais pas être assis en face d'eux. Pour ne pas les voir? Pour ne pas les voir.
Donc on a échangé avec ma partie civile, dont je me suis retrouvé un petit peu sur le côté, je ne les regardais pas. Est-ce qu'à un moment, vous les avez regardés? Oui. La curiosité, elle l'a emporté sur... Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Comme on ne sait toujours pas comment, je me suis retrouvé dans ce parc comme le chef d'inculpation d'enlèvement avait été enlevé puisque je ne pouvais pas parler, enfin, je ne pouvais pas confirmer. J'ai été soulagé en les voyant que je ne pouvais pas les avoir suivis volontairement. Et ensuite, j'ai attendu. Eux, emprisonnés, ont appris mon état de santé, ont appris mon amnésie, savaient que je ne me souvenais de rien et se sont engagés dès les premiers jours à me dire toute la vérité sur la façon dont s'était déroulée l'agression. Le verdict est tombé, je n'ai jamais su et je ne saurai jamais pourquoi donc. Ils m'ont adressé un courrier 6 mois après qu'ils aient pris, qu'ils aient été condamnés à ces peines qui sont lourdes, paraît-il. Ils m'ont écrit en me suppliant de leur accorder leur pardon pour soulager leur conscience. Tous vous ont écrit? Non, un seul. Un seul. Celui qui avait un seul que j'ai vu il y a 15 ans. jours parce qu'il y avait une autre audience. Le procès n'est pas donc terminé. Il y avait une autre audience il y a 15 jours. Mais est-ce que s'ils vous disent ce qui s'est passé, un jour vous serez, vous pensez, capable de le pardonner? Ça ne changera rien. Pourquoi? Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ça ne changera rien. Mais pour vous... Mais ça ne va pas me redonner mon cerveau atrophié, ça ne va pas me redonner la possibilité de travailler, ça ne va pas... Eux, ils sont en prison, ils vont en sortir. Florence nous disait que le fait d'avoir pardonné l'a apaisé. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait peut-être vous soulager psychologiquement? C'est tout un travail que je ferai lorsque je serai libérée, parce que moi, je me sens toujours emprisonnée. Comment vous envisagez l'avenir, votre avenir? Mais c'est ce qu'on ne cesse de me poser comme question, ce qui inquiète aussi énormément ma famille, c'est que pour moi, l'avenir ne pourra se construire que lorsque je serai libérée. Actuellement, je n'ai le droit de rien, j'ai pas le droit de passer de diplôme, j'ai pas le droit de m'occuper, je passe mes journées sur les réseaux sociaux à aider les autres parce que... Alors, libéré, ça veut dire quand le prochain verdict aura lieu? Quand cette fameuse protection judiciaire sera levée. Pour quelles raisons avez-vous tenu à revenir vers nous aujourd'hui? Parce que malheureusement, c'est déroulé... Il y a eu des meurtres, il y a eu d'autres agressions jugées, reconnues homophobes, qui n'ont absolument pas été médiatisées. Si je peux, du fait de cette grosse médiatisation qui a été vraiment très lourde à gérer, mais qui m'a aussi beaucoup aidé parce que beaucoup de gens d'inconnus sont venus vers moi par les réseaux sociaux me remercier. Et je me rappelle de la toute première fois où j'ai vraiment constaté une personne d'un certain âge m'a arrêté dans la rue et c'était à quelques jours après le procès et m'a expliqué que grâce à mon histoire, il comprenait ce que voulait dire homosexuel et ce que voulait dire homophobie. Que j'étais loin de tous les clichés. Toutes les années à cette fameuse marche des fiertés, Gay Pride. En 2013, on soit encore confronté à ce genre de choses. C'est quand même dingue. Donc c'est pour ça que je reviens et que j'accepte des invitations, même si je sais que ça me... Je sais que... Là, ce soir, j'ai prévu un dîner en famille, justement, pour rire, parce que c'est vraiment... Puis en plus, avec le public derrière, comme ça, c'est... En tout cas, vous n'avez pas eu besoin de votre calepin. Non, parce que c'est pas trop précis, donc... Bon, merci en tout cas d'être revenu. Et c'est vrai que votre témoignage est important pour faire avancer le droit à la différence et le regard sur la différence. Oui, et puis surtout que cette fameuse homophobie continue d'augmenter en France, ce qui est totalement impressionnant. Après... Fernanda, est-ce que vous pensez que vous êtes capable, comme Florence, de pouvoir pardonner un jour à celui qui a brisé votre vie? Pardonner? Non, accepter. On n'a pas le choix. Mais pardonner, je ne pense pas qu'on puisse réellement pardonner. Déjà, je n'ai pas le pouvoir de pardonner. On peut accepter certaines situations parce que ça fait partie de mon histoire.
Mais c'est Vous en vrai. êtes où de votre vie personnelle? Ma vie personnelle, je suis mariée, j'ai des enfants. Il y a une histoire aussi douloureuse du côté de mon mari qui a perdu aussi sa femme. Donc c'est vrai que c'est d'autres histoires, donc qui me permet encore d'être plus forte, c'est sûr. Mais je peux comprendre Yannick, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai quand on est face, on vit à côté d'une personne qui a fait quand même quelque chose, un acte qui devrait être interdit, je pense. Voilà, il n'y a pas de mot à ça. Pardonner, elle ne pardonnera pas, mais pouvoir échanger les mots, pouvoir comprendre, je pense que ça peut toujours faire du bien. Moi, je sais que la personne, elle est enterrée. Je ne cache pas que j'aimerais un jour pouvoir aller sur sa tombe. Pourquoi? Je ne sais pas, on ne peut pas expliquer, mais on a tous besoin de comprendre. On ne peut pas rester sur des points d'interrogation dans la vie. Je pense que la vie, elle doit avancer et puis on doit résoudre tous nos problèmes, parce que c'est ça la vie, c'est avoir une réponse. Annick, je vous souhaite de tout cœur d'avancer, de trouver un peu de douceur dans votre vie et de pouvoir vous libérer de ce poids. J'espère de tout cœur pouvoir vous recevoir de l'autre côté, sur le plateau de l'Histoire continue, et de vous retrouver allégé. En tout cas, j'espère que la participation sur notre plateau vous aura aidé. Merci d'être venu, merci d'avoir témoigné. Bon courage pour la suite et votre avenir. Il est temps à présent d'ouvrir le second volet de notre émission qui vous permet dorénavant de retrouver toutes celles et tous ceux qui vous ont marqué. Souvenez-vous, Agnès était obsédée par son poids et ne supportait pas de prendre le moindre kilo. Quant à Myriam, elle était loin d'imaginer qu'elle finirait par succomber au charme d'un homme qui ne lui plaisait pas du tout. Aujourd'hui, toutes les deux ont accepté de revenir sur notre plateau et je vous en remercie, mesdames. Elles vont nous montrer que pour elles, comme pour nos autres invités, l'histoire continue. Alors, on commence avec vous, Agnès. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 2 septembre 2008 dans une émission intitulée « Beauté, la perfection à un prix ». Pour quelles raisons donc aviez-vous répondu à notre appel à témoins? J'avais répondu à l'époque à cet appel à témoins parce que j'étais dans une démarche de perte de poids, étant obèse à l'époque. Et c'était un travail quotidien, un acharnement, un suivi pour maintenir et poursuivre cette perte de poids. Alors, avant de perdre du poids, aviez-vous toujours été ronde? Non, pas du tout. J'étais une petite fille tout à fait normale. Je me suis mariée, j'étais une jeune fille normale, mais j'ai eu de nombreuses grossesses. Et au fur et à mesure des grossesses, j'ai enchaîné des bonus de poids à chaque fois qui ne partaient pas. Vous êtes montée jusqu'à quel poids? Je suis montée largement au-dessus de 100 kilos. Donc à partir de là, vous n'aviez plus qu'une seule obsession, maigrir. Vous étiez dans quel état d'esprit il y a 5 ans? Là, il y a 5 ans, quand je suis venue, j'étais dans un état d'esprit totalement euphorique. J'étais dans une perte de poids qui se passait bien, la balance... Vous étiez passée de 104 à 54 kilos? À 54 kilos, oui. Voilà. À quel prix? D'énormes sacrifices, beaucoup de sport, beaucoup de contrôle de mon alimentation, pas de grignotage. Vous mangez quoi? Je mangeais de façon très saine. Je mangeais des légumes, des féculents, des protéines, enfin, des repas tout à fait normaux, matin, midi, soir, réguliers, mais sans écart. Jamais. Jamais. Alors, en passant de 104 à 54 kilos, vous êtes tombé dans la spirale des régimes, au point de surveiller votre poids plusieurs fois par jour, avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui. Si vous êtes toujours obnubilé par cette quête de perfection, je vous propose d'abord de regarder un extrait de votre précédent passage à toute une histoire. Le jour où j'ai vu 3 chiffres sur la balance, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, là, ma cocotte, faut que tu te prennes en main. Ne supportant plus ses 104 kilos, Agnès avait décidé seule d'entamer un régime drastique. Vous êtes passé de combien à combien? J'ai divisé quasiment mon poids par 2. De plus de 100, j'en suis arrivée à avoir perdu 50 kilos. En perdant tout ce poids, Agnès avait atteint son objectif. Mais elle persistait pourtant à restreindre son alimentation.
Alors les filles, vous en pensez quoi que je fasse régime, enfin, que je fasse attention à ce que je mange? Moi, je t'aime bien comme t'es, hein, que tu sois grosse ou maigre. Non. Tu dois faire ton régime toute ta vie? Je veux pas, sous prétexte que je serai âgée, cesser de faire attention à ma ligne et à ce que je mange. Agnès pensait avoir trouvé la bonne méthode pour ne pas regrossir. Mais en réalité, sans même s'en apercevoir, elle se sous-alimentait et contrôlait sans cesse son poids. Bon, ce serait bien que tu essaies de te calmer un petit peu, parce que ça devient une obsession quand même un peu. Hein. Tu sais que je me pèse 10 fois par jour, matin, midi, soir, après avoir mangé. Donc Faut enlever de notre couple cette balance un petit peu, c'est tout. On fait un ménage à 3 avec la balance. J'ai un peu l'impression que oui, là, c'est ménage à 3 avec la balance. J'ai terminé ma perte de poids, mais on n'a rien sans rien. J'ai la peur de reprendre. Cinq ans se sont écoulés depuis notre émission. 5 ans au cours desquels Agnès a été forcée de réaliser que son rapport à la nourriture n'était pas normal. Il y a 2 ans, j'ai fait un malaise. Et suite à ce malaise, j'ai consulté mon médecin et le diagnostic est tombé. Je souffrais de troubles du comportement alimentaire et plus précisément de l'anorexie-orthorexie. L'anorexie-orthorexie, une obsession permanente de manger peu et sainement, à l'extrême. Je me suis aperçue que je ne contrôlais plus mon rapport à la nourriture, que je n'avais plus cette sensation de faim et que je ne me rendais pas compte que je sautais des repas. Grâce à ce diagnostic, Agnès a pris conscience qu'elle mettait sa santé en danger. Mais pas seulement. Elle a pu également comprendre pourquoi elle refusait toute nourriture. Je me suis rendu compte que dans ma tête, mon poids ne correspond pas à celui de la balance. Je me vois beaucoup plus grosse que je ne suis a priori. Quand je vois mon reflet dans le miroir, j'ai un sentiment de malaise. Je me trouve moche, je me trouve grosse. Après des années de contrôle, Agnès souhaite aujourd'hui guérir. Et elle sait que cela passe par le fait de se confronter à son image. Ça fait au moins 5 ans que je parle à tout le monde autour de moi de shooting photo, parce que je sais que c'est quelque chose qui permet de se voir avec les yeux neutres d'une personne. Et j'ai pris X rendez-vous, j'ai pris X contacts et à chaque fois je recule et j'annule parce que j'ai peur. Mais là, je me mets ce challenge de faire ce shooting photo et je veux aller jusqu'au bout, le faire et enfin m'en sortir. Claire, la fille d'Agnès, et Eric, son compagnon, sont très affectés par la situation. Car en se privant de nourriture, Agnès se prive également de moments en famille. Ces problèmes de santé ont une incidence dans notre vie de couple parce que ça déstructure un petit peu la vie de couple normale, c'est-à-dire manger ensemble à table, sortir, se faire un petit croissant. J'aimerais qu'elle partage un peu plus les choses comme ça avec moi, c'est plus sympathique, ça crée des petits moments agréables à deux. J'aimerais partager des repas avec ma mère pour qu'on puisse avoir des moments ensemble et discuter, et c'est pas le cas. Si Agnès ne parvient pas à s'alimenter, ses proches le savent, c'est parce qu'elle ne réussit pas à s'accepter comme elle est. Je pense qu'Agnès ne se trouve pas belle comme elle est, malgré tout le chemin qu'elle a parcouru. Donc je pense que déjà, là, elle devrait plutôt se satisfaire du résultat, qui est super bien. Et moi, je la vois comme la femme que j'aime. Pour moi, elle est belle, elle est bien comme elle est. Moi, ma mère, j'aimerais lui dire « Maman, détends-toi, sois bien dans ta peau. Le regard des autres, c'est pas forcément celui qu'on croit. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. » Claire et Eric sentent qu'aujourd'hui, Agnès a les clés pour avancer. Oui, je pense qu'il y a un espoir, je pense qu'elle a envie de changer. Donc après, la balle est dans son camp, c'est à elle de faire l'effort. Nous, on donne tout ce qu'on peut donner derrière au maximum. On ne peut pas le faire à sa place. Je pense que s'il y avait un élément déclencheur qui pouvait se la faire sentir belle dans sa peau, alors elle pourrait changer. I sit down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. I'm going up, I'm going down. Dans quelques heures, Agnès va tenter de se surpasser en posant devant l'objectif d'un photographe. Mais d'abord, elle doit surmonter ce qui pour d'autres est une formalité, mais pour elle, une épreuve. Il va falloir qu'on trouve ce qu'on mange. Je sais pas, t'as envie de quoi? Elle a envie de quelque chose. Hein?
Tiens, bah là, on est dans le rayon bio. Ah bah tiens, regarde, là, la ratatouille. Bon, bah, moi, je la fais moi-même à la maison. Attends, regarde, tiens, t'as vu le taux de graisse qu'il y a là-dedans? C'est quasiment doublé en kilocalories par rapport à une ratatouille maison. J'ai vu qu'il y avait de très beaux légumes dehors, donc on va aller les chercher tranquillement. Moi, je veux des frites. Non, les frites, non, on va aller chercher les légumes, c'est très bien comme ça. La quête de l'alimentation parfaite d'Agnès ne lui laisse aucun répit. Dans son panier, il n'y aura aucun produit trop calorique. Bonjour madame. Bonjour. Après l'épreuve des courses, un autre challenge bien plus inhabituel attend Agnès. La fameuse séance photo à laquelle elle pense depuis 5 ans. Et pour l'occasion, les enfants ont tenu à accompagner leur mère. Son compagnon, Eric, est lui aussi présent pour ce moment important. Car si le déclic se produit, c'est leur vie à tous qui va changer. C'est toi qu'il faut le demander. Ah, moi, je suis un peu stressée. Ça y est, c'est parti. C'est la bonne cette fois. Ouais, Tu es décidée. Bah, oui, je suis décidée, ouais. Bon, je suis super stressée. Mais bon, ça fait 5 ans que j'attends ce moment-là. On est là avec toi pour t'accompagner, justement, parce qu'on sait que c'est une épreuve, une sacrée épreuve. Donc là, il faut être à fond, quoi. Toute seule, je l'aurais pas fait, mais là, je suis pas toute seule. Donc, ça va m'aider aussi de vous savoir là avec moi. Agnès va aussi pouvoir compter sur Pascal, le photographe. Grâce à ses clichés, elle va peut-être enfin parvenir à accepter son corps. Eh bien, ça va, on y va. Allez, c'est parti. Voilà le studio. Quel style de photo tu souhaites? Moi, le but de cette séance photo avec toi, c'est d'accepter mon corps et je compte sur toi. Tu peux, je vais bien m'occuper de toi. Ah bah, écoute, je te remercie. On y va? Wow. Agnès tente le tout pour le tout. Elle n'a plus rien à perdre et ose même changer de tenue. Super, allez, parfait. Ok, c'est super, très bien. Mets une main le long du corps, voilà, très bien. Parfait, une petite dernière. Tac, c'est parti. Agnès a pris du plaisir à faire ses photos, mais il va maintenant falloir découvrir le résultat et se confronter à son image. On y va? Eh ben écoute, vas-y, allez, c'est parti. Il faut. C'est excellent, c'est excellent, ça, c'est excellente. Je me reconnais même pas. J'adore celle-là aussi. Je suis vraiment ravie du résultat et c'est vrai que là je vois un reflet, ouais, je veux dire ouais, je suis pas mal. Maintenant que je me suis vue en photo, j'ai clairement l'envie, la motivation de réintégrer une alimentation normale. Je m'aime sur cette photo. Elle a dit « je m'aime » sur cette photo. C'est la première fois? Ah ouais, je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Oui, je pense qu'on peut lui faire un bisou dans tout ça. Allez. Merci. Pour une fois que tu t'aimes, en fait. Ah ben, c'est clair. Et pour immortaliser ce grand moment, c'est toute la famille qui finit par se prêter au jeu. Une façon pour eux de célébrer ce grand pas vers la guérison. Agnès, on sent à quel point c'est important pour vos enfants que enfin vous acceptiez d'aimer votre image et que peut-être que vous oubliez un petit peu la balance. Ben c'est clair, là j'arrive à un point où il faut vraiment que j'avance, il faut vraiment que je me batte contre cette maladie, parce que ce n'est pas un caprice, c'est une maladie. Et il faut vraiment que j'ai ce satané déclic que j'attends. Parce que vous ne l'avez pas encore, ces photos n'ont pas suffi, il vous faut si. encore un déclic. Là maintenant, ces photos ont clairement provoqué un déclic. Je m'en suis rendu compte même dans les jours qu'on suivi le shooting. J'ai eu même une attitude, on est allé au restaurant, j'ai commandé du poulet, parce que ça le poulet ça ne me fait pas peur, mais j'ai pris du riz avec. Et je n'avais pas mis depuis 5 ans un féculent dans mon assiette. Je n'ai pas réussi à le manger en toute honnêteté. J'ai pris une fourchette, mais cette fourchette, c'était déjà un sacré pas en avant. Mais parce que depuis 5 ans, vous mangez quoi? Depuis 5 ans, mon alimentation est vraiment extrêmement limitée. Je mange au petit déjeuner, je m'oblige à manger quelque chose à base de protéines. Donc c'est souvent, oui, une viande maigre, obligatoirement une viande maigre. À midi, c'est 9 fois sur 10 mes gélules ou quelques feuilles de salade.
Et le soir, c'est très souvent rien. Je suis dans la restriction totale au niveau de mon alimentation. Mais vous arrivez à tenir physiquement? Vous n'êtes pas trop faible? Non, je ne suis pas faible parce que je suis suivie par mon médecin et justement cet apport de gélules est vraiment très bien réparti sur tout ce que mon organisme peut avoir besoin. Et puis mon corps s'est habitué aussi à vivre à ce rythme-là. Et vous continuez de maigrir? Non, j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui s'est adapté à cette non-alimentation et à cette restriction. Donc du coup, mon poids est complètement stable depuis environ 1 an. Je ne maigris plus, je ne grossis pas non plus. Mais ce n'est pas une vie. Alors, vous vouliez profiter de notre émission pour transmettre un message? Oui, c'est important pour vous. Je voulais donc ce déclic pour moi et pour ma famille, mais moi, je voudrais aussi passer un message de prévention. Quand on a un petit 4-5 kilos à perdre pour être joli dans un bikini l'été, on peut très bien gérer ça tout seul. Par contre, je me suis vraiment leurrée à m'attaquer à une perte de poids aussi importante que 50 kilos toute seule. Parce qu'on a vraiment un gros risque de tomber dans un engrenage des troubles du comportement alimentaire. J'aurais pu devenir boulimique, je suis devenue anorexique, orthorexique. Mais je veux vraiment prévenir et je veux surtout que mes enfants n'utilisent pas ce mauvais exemple. On sent à quel point vous vous sentez prisonnière quand même de cette maladie et on mesure votre volonté de vous en sortir? Oui, je veux. C'est vraiment une énorme volonté et je compte y arriver. J'avais tenu la promesse de mettre cette balance de côté, je l'ai fait. Là, je fais la promesse à mon mari et mes enfants de faire 3 repas par jour. Ce ne sera jamais 3 gros repas parce que j'en serais incapable. Ce sera 3 repas toujours très équilibrés, ça c'est certain. Mais je voudrais reprendre un tempo normal de 3 repas. J'espère qu'on vous accueillera à nouveau sur ce plateau et que vous viendrez nous annoncer de bonnes nouvelles. Eh bien, écoutez, je l'espère moi aussi. Merci en tout cas d'être revenu et bon courage. Remercie. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Myriam. Je vous avais reçu, Myriam, le 19 avril dernier dans une émission intitulée « On s'est souvent croisés » jusqu'au jour où on a flashé. Vous aviez alors raconté votre coup de foudre à retardement pour Patrice. Quelle a été votre première impression lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? Quand j'ai rencontré Patrice, c'était pas du tout mon idéal d'homme. Il ne me plaisait pas physiquement. C'était pas quelqu'un qui m'attirait du tout. Pourquoi? Il était comment physiquement? Parce que physiquement, il avait tout ce qui pouvait me repousser à l'époque. C'est-à-dire des cheveux, une manière de s'habiller qui ne me convenait pas. Des cheveux? Il avait des cheveux? Oui. Des cheveux comment? Il avait un début de calvitie. Donc plus beau que les cheveux. Il avait du mal à accepter, tout à fait. Donc il essayait de se laisser les cheveux un petit peu pousser dans la nuque. Et puis il avait une réputation qui ne vous plaisait pas beaucoup non plus? Aussi, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il était pas mal coureur de jupons. Donc à chaque fois que je le rencontrais, il était avec une partenaire différente. J'avais une très mauvaise image de ce genre d'homme à l'époque. Du coup, quand vous le croisiez en soirée, vous adoptiez quelle attitude vis-à-vis de lui? Je le fuyais totalement. J'évitais tout contact avec lui, je ne voulais pas lui dire bonjour. Et comment réagissait-il, lui? Il persistait à me regarder, à tenter une approche, mais... Apparemment, vous lui plaisiez. Oui, je lui avais tapé dans l'œil, oui, tout à fait. Et moi, à l'inverse, je l'envoyais bouler. Alors, entre lui et vous, le courant ne passait pas du tout et rien ne vous prédestinait à tomber amoureuse de ce coureur de jupons. Non. Et pourtant, il y a quelques mois, vous filiez tous les deux le parfait amour au point que vous nous aviez même annoncé une bonne nouvelle. Alors, votre couple a-t-il finalement tenu la distance? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. Je croise la route de Patrice. À ce moment-là, je ne fais absolument pas attention à lui. En 2004, Myriam avait fait la connaissance de Patrice grâce à une passion commune, le karaoké. Et vraisemblablement, il n'était pas du tout son type d'homme. Le désavantage qu'il avait à mes yeux, c'était d'être un coureur de jupons. Je le trouvais pas à mon goût physiquement. Pourquoi? Il était comment? Il ne m'attirait pas, il avait les cheveux qui commençaient à se dégarnir. C'est quoi, une sorte de Michel Blanc? Avec un... Oui, à peu près. Avec un peu plus de cheveux. Un peu plus quand même. Plus long. Un peu plus long, oui. Contrairement à Myriam, Patrice avait tout de suite été attiré par la jeune femme. Il me regardait
Et je ne supportais pas qu'il pose son regard sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'être un morceau de viande qu'il avait envie d'avaler, comme ça. C'était juste horrible. Après s'être perdue de vue pendant 6 ans, Myriam avait à nouveau croisé le chemin de Patrice. Et à sa grande surprise, elle avait eu cette fois le coup de foudre. Il y a eu un flash quand même. Il y a vraiment eu quelque chose, on se confie, on discute de tout et de rien, on oublie toute la soirée. Sur notre plateau, Patrice avait fait une belle déclaration à Myriam. Et il nous avait annoncé une grande nouvelle. Aujourd'hui, c'est mon idéal, quoi. C'est vraiment, je revis une deuxième vie, quoi. Est-ce que vous avez des projets d'avenir tous les deux? Bah, on va se marier au mois de juin. Oui. 7 mois après l'émission, nous retrouvons Myriam et Patrice. Ils se sont depuis mariés et se lancent aujourd'hui dans un nouveau projet, l'achat d'une maison. J'ai feuilleté et j'ai vu un escalier. Ça correspondait pas mal à ce dont on avait parlé. Si on faisait la cuisine noire avec les marches blanches... Il y a 3 mois, Myriam et Patrice ont décidé de quitter la région parisienne pour s'installer en Normandie. On voulait vraiment acheter ensemble, vu qu'on est mariés depuis peu. C'est notre toit, c'est notre petit cocon, c'est notre intimité et c'est une nouvelle vie. C'est un peu notre havre de paix. Un havre de paix encore en travaux, car nos jeunes mariés ont décidé de prendre en main la rénovation de leur nouvelle maison. C'est parti. C'est parti, alors on y va. En quittant la ville pour la campagne, Myriam et Patrice prennent tous les risques. Oui, c'est sûr que c'est des risques, mais moi ça me fait pas peur parce que franchement, je sais que voilà, on rebondira toujours, donc quoi qu'il arrive, je me pose pas trop de questions, tu vois. Je me dis que tout se passera bien et de toute façon, plus on y croit, mieux ça se passe en général, non? J'ai vraiment confiance en toi et je sais qu'à nous deux, on va avancer vite dans la vie. Leur rencontre désastreuse est loin derrière eux. Aujourd'hui, le couple vit à 1000 à l'heure avec des projets plein la tête. Il y a plein de choses qui sont bouleversées depuis ma rencontre avec Patrice, quoi. C'est comme dans la cuisine. En fait, il manquait un ingrédient et c'est l'ingrédient qui fait que, voilà, je suis épanouie, il y a plein de choses qui ont changé, je me sens plus femme, voilà, en plus, du coup, je rentre dans la trentaine, il y a tout qui explose, quoi. C'est génial, c'est génial. Si Myriam et Patrice ont choisi la Normandie, ce n'est pas un hasard. En effet, la famille de la jeune femme vit à seulement quelques kilomètres de là. Dans la famille, il y a Séverine, la grande sœur, Christiane, la maman, et le dernier, son frère Vincent. Et ils étaient loin d'imaginer que le couple pourrait un jour aussi bien fonctionner. Bah écoute, ça vous plaît? Merci, ouais, c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Sympa le carrelage. Transformé, là. Ah bah oui, là, on a bossé un peu, on n'arrête pas. Mimi, elle voulait venir ici. On aurait pu choisir ailleurs, mais elle voulait venir ici parce que, bon, il y avait toute sa famille. Et puis elle m'a dit, ça serait mieux, comme ça on est tous ensemble. Pour Patrice, il a donc fallu s'intégrer à sa nouvelle famille. Et tu te plais parmi nous? Oui. Bon. Au moins c'est un bon point, parce que nous, on t'accepte bien. Non, mais nickel. Et aujourd'hui, vraiment, je me sens bien et je m'intègre complètement. Et franchement, ça se passe super bien et c'est vraiment un plaisir. La preuve comme quoi, des fois, il faut avoir le courage de faire les choses et on ne sait jamais là où on part, mais comme quoi il peut y avoir des belles surprises. Pour Patrice et Bibi, hurrah! Merci. Et si aujourd'hui nos jeunes mariés savourent leur bonheur, il faudra pour Patrice composer avec les envies de Myriam. Le fait de créer une famille avec toi, avec un enfant à nous, c'est quelque chose de très important pour moi que j'aurais pas imaginé, mais qui aujourd'hui devient... c'est pas possible que ce soit autrement. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, dans le temps qu'on avance un petit peu, dans 2 ans, ça serait sympa, quoi. Les travaux dans la maison, tout ça, histoire que tout soit terminé et puis qu'on soit bien plus posé. Mais 50 ans, ça serait magnifique. Un cadeau d'anniversaire. Super. Why not? Patrick nous a rejoint. Myriam, on vous sent quand même assez prête à avoir des enfants tout de suite, vous. Hein, c'est lui qui freine un petit peu, là, maintenant. Oui, je dirais que oui. Je suis plus pressée que lui. Ah, c'est la fameuse horloge biologique. Vous avez quel âge? 30 ans. Ouais, c'est l'âge, quoi. Non?
C'est le bon moment. Pour elle, c'est l'âge. Pour moi, à 47, ça commence à l'être beaucoup moins. Et ben, vous vous dites dans 2 ans. Alors pourquoi vous attendez 2 ans? Ou 5 ans? Pourquoi j'attends 2 ans? Non, c'est tout d'abord, on voudrait vraiment s'installer bien au niveau de notre maison. Et puis, à partir de là, bon, je veux dire, il nous faut à peu près 2 ans pour... où il y a le niveau du travail aussi, je travaille beaucoup. Donc, on aimerait, voilà, que ça se stabilise un petit peu pour pouvoir... Vous savez qu'il y aura toujours quelque chose pour retarder, hein, si on commence à chercher des arguments. Peut-être à la retraite, qui sait. Quelles ont été les réactions que vous avez rencontrées suite à la diffusion de l'émission? Beaucoup de gens nous ont appelés dans toute la France. Pour vous dire quoi? Pour nous dire qu'ils étaient très étonnés déjà qu'on soit ensemble, parce qu'il y a des gens qui ne savaient même pas qu'on était ensemble. Donc, ils étaient vraiment très étonnés, quoi. Et donc à partir de là, ils ont découvert qu'on était ensemble et puis qu'on s'entendait bien, malgré toute cette discorde qu'il y avait pu y avoir au départ de notre rencontre. Et, ça a duré combien, en fait, vos travaux d'approche? Ça a duré, ça a duré quand même, je vais dire, 2-3 mois, intensément. Et puis ensuite, j'ai vu que j'aurais jamais de chance, quoi. Ouais. Donc, vous êtes pris des râteaux, quoi. Ouais, j'ai pris un gros râteau. D'habitude, j'en prenais pas, mais là, j'en ai pris un gros, quoi. Un très, très gros, parce que, franchement, c'est quelqu'un, dès le départ, qui m'a... Je suis tombé sur le charme énorme. Ça, on a compris. Voilà. Donc, vous êtes mariés, finalement, il n'y a pas eu que des râteaux, puisque vous êtes mariés le 22 juin dernier. Exactement. Quels souvenirs gardez-vous de ces festivités? Plein de bons souvenirs. On a fait un mariage en fait en petit comité, mais avec des gens vrais, des gens comme nous, notre garde rapprochée en fait. Donc on a vraiment fait ça de manière très bien. On avait loué un gîte sur un week-end, on a gardé tout le monde à dormir. C'était très très convivial. J'avais un mari très beau, je pense que j'étais très très belle aussi. Voilà, c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Écoutez, votre bonheur fait plaisir à voir, en tout cas on mesure à quel point vous êtes épanouie. Quel message aviez-vous envie de faire passer aujourd'hui? Alors moi je dirais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, comme quoi on peut partir sur un mauvais départ et avoir une fin splendide. Je souhaite tout mon bonheur à tout le monde. Très sincèrement. L'habit et la coiffure ne font pas le moine. Exactement. Merci en tout cas d'être revenu. Je vais vous demander de signer le livre, le grand livre de l'histoire continue, à commencer par vous, Agnès. Merci d'être revenue, merci de votre confiance, merci pour ces témoignages. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci à tous. J'étais prête à mourir pour lui carrément. Il n'y avait que lui dans ma tête. Par amour, ils ont pris tous les risques. Avec mon petit ami, on faisait des cambriolages. J'ai volé au sein de ma famille, carte bleue, chèque. J'aurais pu me faire arrêter. Et donc risquer la prison. Oui, et moi je voulais pas ça pour mes enfants. Certaines sont parties en cavale. J'ai pris la décision de prendre mes affaires et de partir. La police a fini par nous retrouver, forcément. Puis là, garde à vue, jugement, tout ça. D'autres sont allés jusqu'à risquer leur vie. J'ai pris sa défense auprès de toute la voyoucratie de Toulouse, où là, on risque notre vie tous les jours. Ouais. Mais à quel prix? J'ai fait du mal à énormément de personnes. Et vous le regrettez? Beaucoup. Ça fait très mal au cœur de voir sa mère pleurer. Surtout quand c'est à cause de vous. Papa, maman, je m'excuse pour tout ce que je vous ai fait subir. Je vous aime.